Partie 1. Le pari de l'isolement et le flash de Malden Island. 15 mai 1957. Île de Malden, océan Pacifique Sud. 10h38, heure locale. À 45 000 pieds d'altitude, le Wing Commander Kenneth Hubbard maintient son Vickers Valiant, un bombardier stratégique de la RAF peint d'un blanc anti-flash immaculé pour refléter le rayonnement thermique, dans un air raréfié et glacial, à près de moins 60 degrés Celsius. Dans la soute pressurisée, un engin de plusieurs tonnes au nom de code Short Granite attend l'ordre de libération. C'est le premier test de l'opération Grapple. À 10h38 précise, les crochets de largage s'ouvrent. La bombe entame une chute libre balistique vers l'atoll corallien situé en contrebas. Hubbard engage immédiatement sa machine dans une manœuvre d'évasion violente. Un virage serré à 60 degrés d'inclinaison, moteur à pleine puissance pour s'éloigner le plus possible du point zéro. 47 secondes plus tard, le ciel se déchire. Un flash d'une intensité insoutenable, visible à plus de 160 km, consume l'horizon. Un champignon atomique colossal commence sa montée fulgurante vers la stratosphère, atteignant 60 000 pieds en quelques minutes. Mais au centre de contrôle, l'excitation cède la place à une stupeur glaciale. Les capteurs de pression et les instruments de mesure radiologique livrent un verdict sans appel. La puissance de l'explosion n'est que de 300 kilotonnes. Pour le monde scientifique, c'est une contradiction choquante. Pour le gouvernement britannique, c'est un désastre. Short Granite était censé être une bombe à hydrogène, une arme thermonucléaire capable de franchir le seuil du mégatonne. À 300 kilotonnes, le rendement n'est que d'un 16e de sa capacité théorique. Le mécanisme de fusion, ce graal de la physique moderne, a échoué. La Grande-Bretagne vient de prouver qu'elle ne maîtrise pas le secret de la bombe H. Pourtant, c'est ici que commence l'un des redressements techniques les plus spectaculaires de l'histoire militaire. Seulement 6 mois plus tard, ces mêmes scientifiques, travaillant avec une fraction des ressources américaines, réussiront l'impossible. Pour comprendre l'ampleur du défi, il faut remonter au 1er août 1946. Ce jour-là, le président Harry Truman signe l'Atomic Energy Act, plus connu sous le nom de loi McMahon. D'un trait de plume, la coopération nucléaire entre les États-Unis et le Royaume-Uni est brutalement anéantie. La loi érige en crime passible de la peine de mort le partage de données atomiques restreintes avec n'importe quelle nation étrangère, y compris les alliés les plus proches. C'est un coup de poignard pour Londres. Les Britanniques n'étaient pas de simples observateurs, ils étaient des partenaires fondateurs du projet Manhattan. Des physiciens comme William Penney avaient conçu les mécanismes de détonation des bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. James Chadwick, Klaus Fuchs et des dizaines d'autres avaient travaillé à Los Alamos. Ils avaient écrit les documents techniques dont l'accès leur était désormais interdit par la loi américaine. La relation spéciale était morte, étouffée par la paranoïa de la guerre froide naissante. Cette rupture radicale est alimentée par une série de scandales d'espionnage qui ébranlent la confiance américaine. En mars 1946, Alan Nunn-May est arrêté pour avoir transmis des échantillons d'isotopes aux soviétiques. En janvier 1950, le choc est total. Klaus Fuchs, le brillant théoricien qui connaissait les moindres détails de l'implosion du plutonium, avoue avoir espionné pour Moscou pendant des années. Enfin, en 1951, la défection des diplomates Guy Burgess et Donald Maclean finit de convaincre Washington que la sécurité britannique est une passoire. Mais le Premier ministre Clement Attlee refuse de voir son pays relégué au second rang. Dès août 1945, il crée le comité secret GEN 75 avec une mission claire: doter la Grande-Bretagne d'une dissuasion nucléaire indépendante. Sans l'atome, l'Empire britannique ne serait plus qu'un spectateur de l'affrontement entre les deux superpuissances. Le projet est lancé sous le nom de code ultra-secret High Explosive Research. William Penney, mathématicien hors pair et expert en ondes de choc, est nommé chef de file. En 1951, son équipe s'installe dans une ancienne base de la RAF à Aldermaston, dans le Berkshire, désignée comme l'Atomic Weapons Research Establishment, AWRE.
Le 3 octobre 1952, l'opération Hurricane est un succès. Une bombe à fission de 25 kilotonnes explose dans la coque d'une frégate au large de l'Australie. La Grande-Bretagne devient la troisième puissance nucléaire mondiale. Mais la joie est de courte durée. Moins d'un mois plus tard, le 1er novembre 1952, les États-Unis testent Ivy Mike. Ce n'est plus une simple fission, c'est une réaction thermonucléaire. Rendement 10,4 mégatonnes. C'est 400 fois la puissance de la bombe britannique. À Aldermaston, le constat est terrifiant. Les Américains ont découvert le secret de la mise en étage, staging. Utiliser une bombe atomique classique comme allumette pour déclencher la fusion d'atomes légers, deutérium et tritium. C'est le design Taylor-Ulam. Mais comment l'énergie de la première explosion est-elle canalisée pour comprimer la seconde ? Sans blueprint, sans briefing, les physiciens britanniques comme John Corner et Henry Hulme doivent réinventer la physique thermonucléaire à partir de principes théoriques purs. Ils savent que le temps est leur pire ennemi. Un moratoire international sur les essais nucléaires se profile pour la fin de l'année 1957. Si la Grande-Bretagne ne prouve pas sa capacité thermonucléaire avant cette date, elle sera figée pour toujours dans une infériorité technologique permanente. La course contre la montre est lancée et l'échec de Short Granite sur Malden Island vient de prouver que l'ingéniosité seule ne suffit pas quand on ignore encore la variable cruciale de l'équation, la compression par radiation. Partie 2. L'autopsie d'un échec et la logistique de l'impossible. Juin 1954, Aldermaston. L'ambiance dans les bureaux de l'AWRE est électrique, chargée d'une tension que même les murs de briques de l'ancienne base de la RAF peinent à contenir. William Penney, le mathématicien aux nerfs d'acier, et son adjoint William Cook, un ingénieur pragmatique connu pour sa capacité à trancher les nœuds gordiens, font face à une exigence politique absolue du cabinet de Winston Churchill. La Grande-Bretagne doit tester une arme mégatonique avant 1958. Le problème est d'une complexité physique sans précédent. Une bombe atomique classique, comme celle d'Hiroshima, fonctionne par fission. On casse des noyaux d'uranium ou de plutonium. Mais la physique impose une limite naturelle à ce rendement. Pour passer au stade supérieur, la fusion, il faut forcer des isotopes légers d'hydrogène, le deutérium et le tritium, à fusionner. Pour y parvenir, il faut recréer les conditions thermiques et de pression qui règnent au cœur du Soleil, plusieurs millions de degrés Celsius. L'enjeu technique ne réside pas dans le combustible, mais dans le confinement. Comment maintenir ces atomes ensemble assez longtemps pour qu'ils fusionnent avant que l'allumeur atomique ne pulvérise tout ? Les Américains ont découvert le secret de l'implosion par rayonnement, Radiation Implosion. Mais à Aldermaston, les physiciens avancent à tâtons dans un brouillard de suppositions. John Corner, chef de la division de physique théorique, et Henry Hulme développent alors 3 concepts concurrents, 3 paris technologiques pour briser l'isolement britannique. Le premier est Orange Herald, une bombe à fission dopée, un monstre de force brute, utilisant une quantité massive d'uranium-235, 117 kg, pour atteindre le mégatonne par simple explosion de fission améliorée. Le second, Green Bamboo, s'inspire de l'approche soviétique du gâteau de couche, Sloïka. Le troisième, le plus ambitieux et le plus risqué, est Green Granite. C'est une tentative de dupliquer le design Taylor-Ulam, une arme à 2 étages où le rayonnement X du premier, le primaire, comprime un second étage, le secondaire, contenant le combustible de fusion. Pour tester ces théories, il faut un terrain de jeu à l'échelle du globe. Ce sera l'opération Grapple. Le choix se porte sur l'île Christmas, Kiritimati, et l'île Malden, des confins isolés du Pacifique central. La logistique est une épreuve de force. 3000 hommes, des milliers de tonnes de matériel expédiés depuis Sydney à 6600 km de là, et la construction d'une piste d'atterrissage capable de supporter les Valiants lourdement chargés. Les ingénieurs du Royal Engineers transforment ces atolls coralliens en laboratoires de haute technologie sous un soleil de plomb,
installant des tours de caméra ultra rapides et des capteurs de pression capables de mesurer des phénomènes se produisant en quelques milliardièmes de seconde. Le 15 mai 1957, l'échec de Short Granite, une version compacte de Green Granite à 300 kilotonnes, sonne comme un glas. Mais le calendrier n'autorise aucun deuil. Le 31 mai 1957, la RAF procède au test Grapple 2. Cette fois, c'est au tour d'Orange Herald Small d'être largué par le squadron leader Dave Roberts. L'explosion est titanesque. Le rendement atteint 720 à 800 kilotonnes. C'est la plus grosse explosion de fission de l'histoire, une prouesse d'ingénierie brute. Techniquement, c'est une arme de classe mégatonique. Mais pour les scientifiques d'Aldermaston, c'est un succès de façade. L'analyse radiochimique des débris révèle une vérité amère. Le deutérure de lithium inséré au cœur n'a quasiment pas contribué au rendement. La fusion n'a pas eu lieu. La bombe était juste un énorme pétard à fission, inefficace, trop lourd et horriblement coûteux en uranium enrichi. La crise atteint son paroxysme le 19 juin 1957 avec Grapple 3. On teste Purple Granite, une modification de la première bombe destinée à corriger les défauts de compression. Résultat, 200 kilotonnes. C'est encore pire. La Grande-Bretagne a grillé ses 3 cartouches et se retrouve les mains vides devant la communauté internationale. William Cook, prenant de plus en plus l'ascendant sur Penny, réunit ses hommes dans une salle de briefing étouffante. Ils doivent comprendre pourquoi leur modèle mathématique échoue, là où la réalité physique les punit. L'analyse des échecs révèle un coupable invisible mais dévastateur, l'instabilité de Taylor, ou instabilité de Rayleigh-Taylor. Dans le secondaire de la bombe, les matériaux lourds, l'uranium, et les matériaux légers, le combustible de fusion, ne se compriment pas de manière uniforme. Sous la pression phénoménale du rayonnement, l'interface entre ces couches se déforme, créant des doigts de plasma qui mélangent tout et empêchent la montée en température critique. C'est comme essayer de comprimer une éponge mouillée dans une main fermée. L'eau s'échappe entre les doigts. Les scientifiques britanniques réalisaient qu'ils s'étaient trompés de mécanisme. Ils s'étaient concentrés sur ce qu'ils appelaient le cycle lithium-uranium, un échange de neutrons, alors que la clé absolue était la compression pure et symétrique induite par le rayonnement X. Ils avaient besoin d'un nouveau design, d'une géométrie plus simple et d'un primaire beaucoup plus puissant pour écraser littéralement le combustible de fusion avant qu'il ne puisse s'échapper. Mais il ne leur reste que quelques mois avant le moratoire. À Aldermaston, les ordinateurs IBM 704, les plus puissants de l'époque, tournent jour et nuit, consommant des milliers de cartes perforées pour recalculer une architecture totalement nouvelle. Le temps des théories est terminé. Le temps de l'innovation désespérée commence. Partie 3. Le sacrifice du gâteau de couche et la naissance du DIC. Juillet 1957. Les couloirs de l'Atomic Weapons Research Establishment à Aldermaston ressemblent à un quartier général après une défaite majeure. L'échec des 3 premiers tests de l'opération Grapple a laissé les scientifiques britanniques dans un état de prostration intellectuelle. Le ministre de la Défense, Duncan Sandys, un homme aux manières brusques et peu enclin à la patience scientifique, pose la question fatidique. Pourquoi continuer ? Orange Herald a prouvé qu'on pouvait raser une ville avec une bombe à fission géante. Pourquoi dépenser des millions et risquer l'humiliation internationale pour une bombe à hydrogène qui refuse obstinément de fonctionner ? C'est William Cook, le directeur scientifique adjoint, qui monte au front. Il sait que l'avenir géopolitique du pays dépend d'une réponse technique précise, pas d'un discours politique. Cook écarte progressivement William Penny de la gestion opérationnelle pour instaurer une culture d'ingénierie de crise. Son argument est cinglant. Une bombe à fission comme Orange Herald consomme 120 kg d'uranium enrichi pour un rendement médiocre, alors qu'une bombe H efficace utiliserait 2 fois moins de matière fissile pour une puissance décuplée. Mais pour convaincre Sandys, il lui faut une percée, et elle va venir d'un morceau de poussière radioactive récolté à l'autre bout du monde.
Le tourment se produit grâce à une analyse médico-légale de l'atome, les débris du test soviétique Joe 19. En vertu de l'accord Modus Vivendi de 1948, les Américains partagent quelques miettes de données radiochimiques avec Londres. Les Britanniques y découvrent des traces d'uranium-233. C'est une révélation. L'U-233 n'apparaît que si l'on bombarde délibérément du thorium avec des neutrons rapides dans un environnement spécifique. Cela confirme que les Soviétiques, comme les Américains, utilisent une configuration à 2 étages où le rayonnement X est le moteur de la compression. Jusqu'ici, l'équipe de Penney était prisonnière d'une erreur conceptuelle fondamentale. Ils croyaient au cycle lithium-uranium. Ils pensaient que la clé résidait dans un échange de neutrons ultra rapides entre le combustible de fusion et l'enveloppe d'uranium. Ils se trompaient de force physique. La clé n'était pas la particule, mais l'onde. Le rayonnement X. Pour expliquer ce concept aux décideurs, les physiciens utilisent une analogie simple mais terrifiante. Imaginez un piston invisible frappant une sphère de combustible avec la force d'1 milliard d'atmosphères. Ce piston est constitué de photons de rayons X émis par l'explosion du primaire, la bombe atomique de tête. En 1 milliardième de seconde, ce rayonnement doit transformer la mousse plastique entourant le secondaire en un plasma brûlant qui exerce une pression uniforme de tous les côtés. C'est l'implosion par rayonnement. Le problème des designs britanniques précédents, Short Granite et Purple Granite, était leur complexité structurelle. Ils utilisaient 14 couches alternées d'uranium et de deutérure de lithium. À chaque interface entre ces couches, l'instabilité de Rayleigh-Taylor se manifestait. Imaginez de l'huile lourde posée sur de l'eau. Si vous accélérez brusquement le système, des doigts de liquide se forment et mélangent les deux phases. Dans la bombe, cet effet de mélange thermique refroidissait le plasma avant que la fusion ne puisse s'amorcer. La solution d'ingénierie proposée par John Corner et Ken Allen est d'une simplicité brutale. Il faut simplifier le secondaire, nom de code DIC. Au lieu de 14 couches, ils n'en utiliseront que 3. Une coque externe massive en uranium, un cœur de combustible de fusion, deutérure de lithium, et une bougie d'allumage centrale en uranium-235. Mais pour écraser cette structure simplifiée avec assez de force, le primaire, baptisé TOM, doit être radicalement boosté. Les ingénieurs redessinent TOM. Ils ajoutent un réflecteur en beryllium pour renvoyer les neutrons vers le cœur et augmentent la charge d'explosifs puissants pour passer d'un rendement de 25 à 45 kilotonnes. C'est ici qu'intervient le goulot d'étranglement technologique, le calcul. Pour simuler l'implosion de ce nouveau design, nommé Round A, l'AWRE dispose de son tout premier IBM 704, une machine de la taille d'une pièce entière capable de réaliser 12 000 additions par seconde. C'est le sommet de l'informatique de 1957, mais c'est encore trop lent. La machine ne peut traiter qu'une seule simulation complexe à la fois. Un second design, Round B, plus simple mais potentiellement moins efficace, est également sur la table. Les scientifiques doivent faire un choix de parieur, consacrer tout le temps de calcul restant à Round A et espérer que les mathématiques ne mentent pas. Cook tranche, ce sera Round A. Pendant des semaines, les ingénieurs se relaient toutes les 8 heures pour nourrir l'ordinateur de milliers de cartes perforées, vivant dans une angoisse constante de la moindre erreur de virgule flottante qui invaliderait tout le test. Le plan pour Grapple X est finalisé en octobre 1957. L'objectif, un rendement minimum de 1 mégatonne. Mais une variable humaine imprévue vient s'ajouter à l'équation. Le gouvernement britannique, soucieux de ne pas attirer l'attention des manifestants antinucléaires et des nations du Commonwealth, tarde à émettre les avis officiels aux navigateurs, NOTAM, pour la zone d'exclusion autour de l'île Christmas. Le résultat est désastreux. Le matin du test, alors que le bombardier Valiant est sur le point de décoller, on signale un navire marchand, l'Ethels, battant pavillon libérien, naviguant tranquillement en plein cœur de la zone de danger. L'équipage semble endormi, ignorant qu'ils sont sur le point d'être vaporisés par la plus grande puissance thermique jamais créée par l'homme. Alors que le HMS Cossack est dépêché en urgence pour intercepter le cargo, à Aldermaston et sur l'île Christmas, la pression psychologique devient insupportable.
Les scientifiques savent que si Grapple X échoue, le programme nucléaire britannique sera démantelé. Ils n'ont plus de pièces de rechange, plus de temps de calcul, et le moratoire sur les tests est imminent. L'enjeu n'est plus seulement de faire exploser une bombe, mais de prouver que l'intelligence humaine peut surmonter l'instabilité de la matière sous une pression de plusieurs millions de degrés. Chaque millimètre de l'épaisseur de la coque d'uranium de Dick, chaque microgramme de deutérure de lithium a été pesé avec une précision chirurgicale. Ils ne le savent pas encore, mais leur simplification radicale du design est sur le point de surpasser toutes leurs prédictions les plus optimistes. L'heure de vérité pour Round a sonné. Partie 4, l'explosion de la vérité et le triomphe du lithium. 78 novembre 1957, île Christmas, Pacifique central. À bord du navire de commandement HMS Narvik, l'atmosphère est saturée d'une anxiété presque palpable. Le compte à rebours pour le test Grapple X a été suspendu pendant des heures à cause de l'intrusion de l'ancien cargo EFI dans la zone d'exclusion. Enfin, à 6h15, le navire marchand est escorté hors du périmètre de danger par le HMS Cossack. Le feu vert est donné. À 7h35, le squadron leader Barney Millett fait hurler les 4 turboréacteurs Rolls-Royce Avon de son Vickers Valiant XD 824. Dans la soute, l'engin Round A, l'aboutissement de mois de calculs désespérés sur l'IBM 704, pèse sur la structure de l'appareil. Ce design simplifié à 3 couches est le kit ou double de la science britannique. Si la compression par radiation échoue à nouveau, le programme sera enterré sous le poids de son propre coup. À 8h47, Millett survole la pointe sud de l'île Christmas. À 45 000 pieds, le silence de la haute altitude est rompu par le claquement des mécanismes de largage. La bombe tombe. Millett engage instantanément une manœuvre d'évasion à 60 degrés, poussant ses moteurs à leur limite thermique pour s'éloigner des 20 000 nautiques requis. 52 secondes plus tard, le ciel ne se contente pas de s'illuminer, il semble se liquéfier. L'onde de choc thermique frappe le fuselage blanc du Valiant avec une force telle que l'équipage a l'impression d'être percuté par un mur de briques. Au sol, les 3000 hommes stationnés dans les abris anti-souffle ressentent la chaleur à travers les parois de béton. Le rendement mesuré dépasse toutes les espérances, 1,8 mégatonnes. Les scientifiques avaient prédit 1 mégatonne. Le design Round A surpassé les calculs de 80%. Pour la première fois, la Grande-Bretagne a déclenché une véritable fusion thermonucléaire stable. Le secret de l'implosion par radiation est enfin maîtrisé. Mais pour William Cook et son équipe, ce succès n'est qu'une étape. Si 1,8 mégatonnes est un chiffre impressionnant, l'analyse radiochimique révèle une efficacité encore imparfaite. Une grande partie de l'énergie provient toujours de la fission de l'enveloppe d'uranium-238 qui entoure le secondaire, et non de la fusion pure du combustible hydrogène. De plus, le design utilise des quantités colossales d'uranium-235 et de lithium-6 enrichi, 2 matériaux dont le coût de production est astronomique pour une économie britannique encore sous le régime du rationnement d'après-guerre. Cook veut plus qu'une explosion brutale. Il veut l'élégance technique et l'efficacité économique. Il veut prouver que l'AWRE peut faire mieux que les Américains avec moins de moyens. C'est ici qu'intervient une innovation d'ingénierie qui va stupéfier les observateurs internationaux. Le design Dickens, un jeu de mots sur Ken's Dick, le projet de Ken Allen. Allen propose d'utiliser du lithium moins enrichi, contenant une plus grande proportion de lithium-7 au lieu du précieux lithium-6. Selon la physique classique, le lithium-6 est le combustible idéal car il capture un neutron pour produire instantanément du tritium, lequel fusionne avec le deutérium. Mais Allen et Corner découvrent, par des calculs de section efficaces complexes, que le lithium-7, lorsqu'il est frappé par des neutrons de très haute énergie, 14 mégaélectronvolts, produit lui aussi du tritium tout en libérant un neutron supplémentaire. C'est une réaction endothermique qui, si elle est correctement confinée, agit comme un multiplicateur de carburant in situ. En utilisant du lithium-7, moins cher et plus abondant,
et en augmentant la taille de la cavité de radiation pour améliorer la focalisation des rayons X, les Britanniques visent le seuil mythique des 3 mégatonnes. Le 28 avril 1958, l'opération Grapple-Y est lancée. Le squadron leader Bob Bates pilote le Valiant XD-818. À 10h05, l'engin Dickens est libéré. L'explosion qui suit est la plus puissante jamais déclenchée par le Royaume-Uni. Le rendement atteint 3 mégatonnes exactes. Le champignon atomique perce la tropopause et s'élève jusqu'à 75 000 pieds. Mais le véritable triomphe n'est pas dans le chiffre, mais dans la précision. Le rendement correspond aux prédictions des physiciens d'Aldermaston à 2% près. La Grande-Bretagne ne tâtonne plus, elle ne parie plus, elle conçoit. Elle a maîtrisé la physique des hautes densités d'énergie. Grapple-Y est une bombe propre au sens technique. La majorité de son énergie provient de la fusion nucléaire et non de la fission de l'uranium. C'est l'arme thermonucléaire dans sa forme la plus pure et la plus sophistiquée. L'impact diplomatique est immédiat et sismique. En octobre 1957, le lancement de Spoutnik par l'Union soviétique a plongé les États-Unis dans une crise de confiance technologique majeure. Washington réalise que ses alliés les plus proches ne peuvent plus être tenus à l'écart. Les succès répétés de Grapple X et Y prouvent aux Américains que les Britanniques ont percé les secrets les plus profonds du design Teller-Ulam par leurs propres moyens. La loi McMahon devient soudainement un obstacle à la sécurité de l'Occident plutôt qu'une protection. Le président Dwight D. Eisenhower et le premier ministre Harold Macmillan entament des négociations secrètes. Le message de Londres est clair. Nous avons la technologie, nous avons prouvé notre génie. Maintenant, travaillons ensemble, ou nous continuerons seuls, et nous finirons par vous dépasser sur l'efficacité des matériaux. Le 3 juillet 1958, l'accord de défense mutuelle, US-UK Mutual Defense Agreement, est signé. La barrière du silence est rompue après 12 ans d'isolement forcé. Lorsque les scientifiques d'Aldermaston se rendent enfin à Washington en août 1958 pour échanger leurs données, le choc change de camp. Les experts de Los Alamos et de Lawrence Livermore examinent les schémas de Grapple-Y et du design Dickens. Ils sont stupéfaits. Les Britanniques ont résolu le problème de l'instabilité de compression avec une économie de moyens et une simplicité géométrique que les Américains n'avaient même pas envisagée. La Grande-Bretagne n'est plus un mendiant à la porte du nucléaire. Elle est devenue un partenaire respecté, ayant racheté sa place à la table des grands, au prix d'une ingéniosité née de la nécessité absolue et de l'échec surmonté. Partie 5. L'héritage d'Aldermaston et les leçons du chaos. 27 août 1958. Washington DC. Dans une salle de conférence sécurisée aux murs lambrissés, l'atmosphère est aux antipodes de la moiteur tropicale de l'île Christmas. William Penney, William Cook et une poignée de physiciens d'Aldermaston font face à leurs homologues américains. Norris Bradbury, directeur de Los Alamos, et Edward Teller, le père de la bombe H de Lawrence Livermore. Pendant 12 ans, le silence entre ces hommes a été total, imposé par la loi McMahon. Mais aujourd'hui, les mallettes s'ouvrent. Les Britanniques ne sont pas venus en quémandeurs, mais en partenaires commerciaux. Ils étalent sur la table les plans de Grapple-Y et du design Dickens. C'est l'heure de l'examen par les pairs, le plus secret et le plus tendu de l'histoire. La réaction des Américains est un mélange de choc et de respect professionnel. Ils découvrent avec stupéfaction que l'équipe de Cook a résolu les problèmes de l'instabilité de Rayleigh-Taylor, qui avait tant fait souffrir les premiers modèles américains, en utilisant une géométrie de secondaire radicalement simplifiée à 3 couches. Plus impressionnant encore, les Britanniques ont optimisé l'usage du lithium-7, transformant un isotope considéré comme inerte en un multiplicateur de neutrons efficace. Les Américains réalisent que les Britanniques ont réussi avec un seul ordinateur IBM 704 et une équipe de moins de 100 physiciens, ce que le projet Manhattan et ses successeurs avaient accompli avec des milliards de dollars et des dizaines de milliers d'employés. En échange des secrets de Grapple-Y, les Américains ouvrent leurs archives sur 9 de leurs designs les plus récents. La relation spéciale n'est plus un slogan politique. Elle est désormais gravée dans le plutonium et les schémas de radiation. L'accord de défense mutuelle de 1958, MDA, change radicalement la trajectoire de la défense britannique.
Paradoxalement, c'est au moment où la Grande-Bretagne prouve qu'elle peut être totalement indépendante qu'elle choisit de lier son destin technologique aux États-Unis. Harold Macmillan comprend que maintenir un programme de recherche thermonucléaire complet est un gouffre financier insoutenable pour une économie de taille moyenne. La Grande-Bretagne cessera de concevoir ses propres ogives ex nihilo pour adapter les designs américains, comme le W-76 pour les missiles Trident. Mais cette dépendance est un choix souverain, rendu possible uniquement parce que les hommes d'Aldermaston ont forcé le respect de Washington par la force brute de leur ingéniosité. Cependant, cette épopée technologique a un prix humain qui hante encore le présent. Sur l'île Christmas et Malden, 3000 militaires britanniques, néo-zélandais et fidjiens ont été les témoins directs des explosions. Beaucoup étaient stationnés à seulement 20 000 nautiques du point zéro, protégés par de simples abris en béton ou tournant le dos à l'explosion sur le pont des navires. Les années suivantes, des taux anormaux de cancer, de leucémie et de malformations congénitales chez leurs descendants déclencheront une bataille juridique de plusieurs décennies. Le gouvernement britannique n'a reconnu officiellement sa responsabilité et n'a commencé à verser des compensations financières qu'en 2023, avec la création de la médaille commémorative du test nucléaire. C'est l'ombre portée du champignon de Grapple, le sacrifice de gens ordinaires au nom de la survie géopolitique. D'un point de vue pur d'ingénierie et de gestion de crise, le programme Grapple offre 4 leçons fondamentales pour le XXIe siècle. Première leçon, la compréhension des principes fondamentaux bat l'amélioration incrémentale. La Grande-Bretagne a échoué tant qu'elle a essayé de modifier des bombes atomiques existantes, Orange Herald. Elle a réussi lorsqu'elle a identifié le mécanisme physique pur, la compression par radiation. Deuxième leçon, la contrainte est le moteur de l'innovation. Le manque de lithium-6 enrichi a forcé Ken Allen à découvrir les propriétés insoupçonnées du lithium-7, créant un design plus efficace que certains modèles américains. Troisième leçon, l'échec est une donnée, pas une fin. Sans les échecs humiliants de Short Granite et Purple Granite, les physiciens n'auraient jamais identifié les instabilités de fluide qui ruinaient leur modèle. Chaque test raté était une carte perforée de plus vers la solution. Enfin, quatrième leçon, la puissance des petites équipes agiles. Aldermaston a prouvé qu'un groupe restreint d'experts, travaillant sous une pression temporelle immense et sans bureaucratie excessive, peut surclasser des structures colossales. Aujourd'hui, l'AWE Aldermaston reste le sanctuaire de la dissuasion britannique. Les installations de recherche sur le plasma et le supercalculateur Vulcan continuent de simuler les conditions de Grapple-Y sans jamais faire exploser de bombes réelles, respectant le moratoire que Penny et Cook redoutaient tant. L'histoire de la bombe H britannique est un thriller technique où l'enjeu était la disparition d'une nation en tant que puissance mondiale. En 6 mois, entre novembre 1957 et avril 1958, une poignée de scientifiques a transformé une faillite spectaculaire en un triomphe technologique. Ils ont prouvé que même lorsque les portes se ferment et que les alliés vous abandonnent, la maîtrise des lois de la physique reste la clé ultime de la souveraineté. C'est l'histoire d'un pari insensé qui a réussi, non par la force des ressources, mais par la clarté de la pensée sous une pression de 3 mégatonnes.